La phrase qui m'a le plus aidée, c'est « Aime la fille en toi qui sait pas comment faire autrement présentement, mais qui est sur un chemin. » Et j'arrête toujours pour aller aimer celle-là. Parce que cette fille-là, elle est convaincue qu'elle peut vraiment rencontrer son maître intérieur avec le temps. C'est pas quelque chose qui se fait spontanément, instantanément. Alors, je vais aimer celle qui savait pas à ce moment-là comment faire mieux, mais qui va trouver. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre outre-Atlantique lorsque nos cousins québécois acceptent de venir en France et de faire un petit passage par Paris. Évidemment, on a toujours grand plaisir à les recevoir parce que moi, je les suis beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est un vrai plaisir et honneur que de les savoir ici installés sur ces canapés. France Gauthier, Pierre Lessard, ils sont là. Bonjour à tous les deux. Allô Marc. Hey, bonjour Marc. Quel bonheur. Moi, je suis très content. Vraiment. Et c'est sincère. Il n'y a pas de cirage de pompe à la française, comme on dit. Mais je suis très content de vous recevoir. Je vous connais un peu moins, Pierre. Je vous avoue. Même si vous venez régulièrement en France et on va voir pourquoi. En revanche, France, moi, je suis tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Et, en préparant l'émission, je découvre votre spiritualité. Je découvre. Pour vrai? Mais absolument. Mais je ne savais pas que vous étiez tout ce que l'on va décrire dans cette émission. D'accord. Je te laisse faire. En tout cas, on va parler d'un livre magnifique qui est ici, et qui parle évidemment de l'intuition, qui parle de ce sixième sens, de l'approche, ça s'appelle l'approche connexion. C'est un livre très intéressant aux éditions Le Jour. Et on va voir de quelle manière, évidemment, il va nous permettre de faire ce petit travail d'introspection, en tout cas d'essayer de développer ce sixième sens et cette fameuse intuition. Ça, c'est important. D'abord, pour le public français, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quand même intéressant de remettre un peu une expression bien française qui dit « remettre l'église au milieu du village ». Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et pourquoi et comment? Alors, honneur aux dames, France, alors, ex-consoeur ou est-ce que tu l'es toujours? Ben, écoute, je suis une ancienne journaliste, ancienne journaliste d'enquête au Québec, à la télé publique, en fait, la télé publique et la télé privée. Et j'ai eu, comme je dis toujours à la blague, j'ai eu une bulle au cerveau il y a 22 ans. Et dans ma bulle au cerveau, eh ben, on m'a fait rencontrer une médium qui prétendait pouvoir communiquer avec les personnes décédées. Puis c'est ça qui a fait la bascule dans ma vie à moi. C'était pour une émission de télé à l'époque. Et cette femme-là m'a mis en contact avec mon père, décédé quand j'avais 14 ans. Et ça a vraiment ouvert un champ de tous les possibles où est-ce que là, j'ai pris mon bagage de journaliste d'enquête et je suis allée poser des questions. Et j'ai posé des questions à des centaines de personnes. J'ai lu des centaines de livres. Je suis devenue boulimique à l'époque, dans les années 2000. Ouais. C'est comme ça que j'ai rencontré Pierre. Le contact avec votre papa, c'était avec des preuves tangibles? Ah oui, écoute, c'était impossible que c'était pas lui qui soufflait les lignes. Et là, pour la journaliste cartésienne en moi qui avait jamais eu aucune expérience avec ce monde-là, d'ailleurs, je disais toujours le mot médium, pour moi, ça n'existait pas, sauf pour des t-shirts et de la pizza. Alors, je savais pas c'était quoi. Et là, j'arrive là et cette dame-là me met en contact avec mon père et hors de tout doute, c'est lui qui était là parce qu'il a fait des révélations que j'ai dû, confirmer le soir avec ma mère. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai ça? C'est vrai ça? Oui, ma fille, oui, ma fille. Et là, je suis partie dans un monde de me dire, mais si ça, c'est possible, tout est possible, il faut que je comprenne maintenant comment ça fonctionne. Et ça a donné le premier livre au Québec qui s'appelle « On ne meurt pas ». Qui a été vendu à 50 000 copies à l'époque, ce qui était quand même un succès pour chez nous. Et chez nous aussi, 50 000, c'est déjà très beau. Hein. C'est du best-seller plus, clairement. Alors là, ça a touché beaucoup de gens et ça m'a permis d'ouvrir des portes et là, tout a changé. La bascule s'est faite à ce moment-là parce que là, on me demandait de faire ça. Sauf que, dans ta famille, il y a déjà cette ouverture, j'allais dire une ouverture spirituelle entre ta grand-mère, entre ta maman. C'était pas dit comme ça, mais ma mère, oui, quand mon père est décédé, a lu tous les livres de Shirley MacLaine, puis elle nous en a jamais vraiment parlé. Il a fallu que j'arrive avec ça par la suite, puis que je me mette à poser des questions à ma mère des années plus tard, là, parce que quand j'ai rencontré la médium, j'avais 39 ans. Et là, j'ai dit à ma mère, ça, est-ce que c'est vrai, puis qu'est-ce que t'en penses? Et là, elle s'est ouverte à moi à ce moment-là, mais elle l'avait pas fait au décès de mon père. Et il faut comprendre que mon père était médecin spécialiste. Il s'est suicidé quand j'avais 14 ans. On parlait pas de ça à cette époque-là. C'était vraiment l'omerta. Alors, on nous a retourné à l'école en disant, on va dire qu'il est mort d'un anévrisme, puis on n'en reparle pas. Et moi, ça m'a rattrapée parce que je suis une hypersensible. Alors, il fallait à un moment donné que je rencontre cette blessure-là puis que j'aille au fond de ça.
Et c'est grâce à cette dame-là, finalement, que j'ai pu compléter mon deuil puis avancer. Là. Et après, il y a évidemment tout le cheminement, tous les ouvrages que tu as écrits, toutes les enquêtes pour la télévision et autres, et différents reportages. Pierre, alors Pierre, moi je vois marqué, je suis toujours interloqué quand je vois enseignant guide spirituel. Oui. Waouh, là je me dis what? Enseignant guide spirituel, ça mérite une explication. Qu'est-ce qui se passe après notre dernier souffle? Quelles sont les différentes étapes du grand voyage post-mortem? Comment se préparer nous-mêmes à la mort? Comment pacifier nos peurs? Comment accompagner nos proches, notamment à l'occasion de départs prématurés, de morts violentes? Est-ce qu'il est possible de communiquer avec les défunts? Est-ce que c'est souhaitable? Qu'est-ce qu'on sait de la vie après la mort? Qu'est-ce qu'on sait des réincarnations, des vies passées? Que dit la science? Ce sont toutes ces questions que j'explore maintenant depuis 25 ans et j'ai grand plaisir, à l'occasion de la sortie de mon 20e livre, Vous êtes immortel aux éditions J'ai lu, j'ai le grand plaisir de participer à une tournée en France organisée par ABC Talk. Je serai très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver, de méditer avec vous sur ce grand thème de la mort dans une conférence interactive, inédite et j'espère inspirante. Vous êtes un vrai guide spirituel? Vous vous définissez comme guide spirituel? Oui. Parce que c'est très, en France, pardon, mais c'est très pompeux en France. C'est vrai? Oui. Ah ben, je vais changer ça. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Non, mais je veux dire, voilà, il y a plein de gens qui pourraient se dire, oh là là, guide spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est un guide spirituel? Je guide les gens dans tous les aspects de leur vie vers un mieux-être, vers une évolution. Dans le cadre de l'amour, être plus dans l'amour et plus dans la conscience. Et donc, les individus, les groupes aussi. Mais j'ai commencé, tu sais, comme gestionnaire. J'étais gestionnaire, j'étais enseignant en gestion dans les collèges, mais aussi conseiller en gestion. J'ai fait toutes mes études en gestion. Rien à voir. Voilà. Et je méditais en même temps, depuis l'âge de 18 ans, 20 ans. Et donc, en gestion, à un moment donné, je trouvais que ça me rejoignait pas. Ça avait pas de sens. Et j'ai tout abandonné. Où la gestion m'a abandonné, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon argent, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes amis. Je me suis retrouvé à 30 ans à zéro. Ah oui. Et j'ai réalisé que quand on n'a plus rien, il reste soi, il reste l'essentiel. Et là, on est face à soi. Donc, comme j'avais plus rien, j'ai été dans une conférence comme ça, j'ai commencé à parler aux gens autour de moi et puis j'ai reparti ma roue comme ça. Je suis allé à un week-end d'énergie pour être avec les amis que j'avais rencontrés. Et les professeurs m'ont dit, écoute, il se passe des choses quand tu poses ta main au-dessus des gens. Alors, peu à peu, je me suis mis à faire des soins énergétiques, mais j'avais toujours pas d'argent, c'était gratuit et tout ça. Alors, pour faire un peu d'argent, j'ai annoncé une conférence, comme ça. Et il y avait 18 personnes exactement, je m'en souviens, et j'arrivais pas à me préparer, tu vois. Mais je me dis, je vais improviser, quoi. Mais quand c'est commencé à parler, je savais pas la phrase que j'étais pour dire, j'entendais pas ce que je disais, et je me rappelais pas de la phrase que je venais de dire. Wow. Et ça a duré toute la soirée. À la fin, je me suis excusé auprès des gens. J'ai dit, dans ma tête, c'est n'importe quoi. Et les gens m'ont dit, non, Pierre, c'était fabuleux. Et j'étais assez désamorcé, tu vois. Et donc, on m'a demandé une deuxième conférence. Je l'ai fait sur la méditation. Et le même phénomène s'est passé où je sais pas ce que je dis et les gens entendent. Et donc, après 2 fois, je dis, écoute, je déraille, quoi. Je deviens fou. Et la spiritualité et l'énergie m'ont amené vraiment à perdre contact avec la réalité. Et j'abandonne tout. Je veux plus rien savoir de la spiritualité, de l'énergie. Et je pars en voyage avec mon baluchon à travers le monde. Et je choisis l'Inde, mais pas pour la spiritualité. Surtout, je ne parle pas de spiritualité. Je veux pas en parler. Les gens veulent me donner les adresses d'ashram. Je dis non. Je veux découvrir l'Inde parce que c'est un pays différent. Sauf que ça m'a amené à rencontrer des maîtres comme Amma, comme Guru Mahi, comme Sai Baba, des maîtres tibétains. J'étais seul avec eux, tu vois. Et ils m'ont dit des choses étonnantes. Ils m'ont proposé de vivre avec eux. Amma m'a proposé à l'époque de rester avec elle et de visiter les hôpitaux. Et j'avais tout ça en tête. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et un des maîtres, Guru Mahi, m'explique ce qui se passe. Parce que je lui explique que ça parle tout seul à travers moi, que quand je ferme les yeux, la même s'élève comme ça. Elle sourit, puis elle me dit, il y a un maître non incarné qui a éveillé la Shakti dans toi.
Je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Elle dit, on va tout expliquer, tu vas vivre ici avec nous, je vais être ton guide et tu pourras laisser toute la place à ton guide. Wow. Mais après un certain temps, je sentais que je t'appelais ailleurs, j'ai quitté, je suis revenu et pour vivre là. Et après 2-3 semaines, j'entendais intérieurement que ma place était en Occident, pour œuvrer au niveau des gens. Absolument. Je suis entré en Occident, j'ai commencé à faire des soins, j'ai découvert l'être humain, j'ai découvert que les difficultés physiques avaient des sources physiques et émotionnelles. Ça m'a amené à comprendre la psyché humaine. Et là, j'ai rencontré, je continuais à faire ces canalisations, si tu veux. On m'a demandé, la première canalisation, ça m'a amené en Australie, ça. Et on m'a dit, fais une canalisation publique, mais je sais absolument pas c'est quoi. Mais on dit, ferme tes yeux et laisse-toi aller. Laisse-toi aller, c'est ça. Et les gens avaient des messages, tu vois. Et là, il y a eu un message pour moi. Ne lis rien, n'apprends rien sur l'énergie, sur la spiritualité, sur la santé. Ne lis rien, ne suis aucune formation, ne fais rien. Wow. Rien. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai rien fait. Depuis, et je me suis laissé guider, effectivement, par cette intuition plus. Ça nous amène quand même à connexion, n'est-ce pas? Et j'ai appris... Bon, j'ai appris sur l'énergie intérieurement, tu vois. J'ai appris sur l'être humain, sur la psyché. Et un jour, dans une session pour psy, qui avait des difficultés avec certains patients, donc en canalisation, il y avait des réponses comme ça, et quelqu'un a invité Guy Corneau. Bien sûr. Et là, l'histoire a commencé. On est devenus instantanément des grands copains. C'est une rencontre d'âmes sœurs. Je pense. Les âmes sœurs, c'est pas toujours un couple amoureux, mais c'est un amour au-delà du couple, tu vois. Et on s'est pas quittés. On a œuvré ensemble pendant 25 ans, dont surtout en France, en fait. Faire des grands séminaires avec Cœur.com, faire aussi un truc qui s'appelait Vivre en santé, parce que quand Guy a eu un cancer... Un problème de santé, soudainement, il a choisi le protocole conventionnel, accompagné d'un protocole naturopathique et d'un protocole que je lui proposais, énergétique et spirituel. On a vogué dans tout ça. Magnifique. Après quelques mois, guérison totale, plus de traces. Et là, j'ai été voir Guy, j'ai dit, Guy, ce que tu as fait, on doit en parler aux gens. Et on a fait une journée, Vivre en santé, accessible à tout le monde, donc avec un prix accessible, un langage accessible, pas de canalisation, un langage accessible pour parler de vivre en santé. On a vu 15 000 personnes en France quand même. C'est magnifique. C'était une évidence que de faire un travail collectif à deux, à quatre mains, comme on dit. Moi, je connaissais aussi évidemment Guy Corneau par la télé. On faisait un travail public, mais quand j'ai rencontré Pierre, j'étais dans un processus de faire de l'enquête, à comprendre comment ça fonctionne. Et quand mon éditeur m'a dit, France, est-ce que tu veux faire un nouveau projet? J'ai dit oui, il y a une seule personne avec qui je voudrais m'associer dans toutes les personnes que j'ai interviewées, puis j'en avais interviewé des centaines. Et c'était avec Pierre Lessard. Fait que ça, on arrive avec le 3e livre qu'on a écrit ensemble. Les 2 premiers sont Le Maître en soi et Tout se joue à chaque instant, qui sont des livres de grands enseignements spirituels. Et celui-là, c'est vraiment un livre accessible à tout le monde. C'est un langage extrêmement accessible pour comprendre les voies de réceptivité du corps humain, parce qu'on est des antennes. On capte l'information. Pierre est un médium plus, mais toi puis moi, disons, on est, on va dire, plus normal. C'est ça. Alors, il y a aussi une possibilité pour nous, gens normaux, d'apprendre et de recevoir l'information et de développer tout ça. Et là, je fais des blagues parce que c'est sûr que pour moi, Pierre, c'est une catégorie à part, mais c'est accessible à tout le monde d'avoir justement cet accès à l'information subtile par les différentes voies de réceptivité. Et pourquoi on parle de 17 voies? Mais on parle d'abord de la perceptivité, l'inspiration, entre autres, fait partie de la perceptivité. On parle de la sensitivité, tout ce qui passe par les sensations dans le corps. Je le sens pas. Par exemple, l'atmosphère est à couper au couteau dans cet endroit-là. Tout ce qui va passer par le corps. Et les sens physiques et les sens subtils. Alors, on peut aller plus loin là, si tu as des questions là-dessus, mais bref, on reçoit l'information, on émet de l'information et on peut vraiment être guidé. Et ça amène à un autre niveau de conscience complètement. En fait, ce qu'on a tous appris depuis très, très jeune, que l'information, la connaissance, on l'apprend, oui, par l'expérience, mais surtout intellectuellement. Et plus que ça, la seule connaissance reconnue en général dans notre monde,
c'est celle qui a passé par l'intellect, par le mental, que tu as appris dans des cours de formation, dans des livres. Et le reste, on le met de côté. Sauf que si je demande, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Et je l'ai demandé partout pendant 2 ans. Et la réponse finale, c'est la paix, la joie, l'amour. C'est ce que les gens pensent comme plus important. Or, la paix, la joie, l'amour, ça ne s'explique pas intellectuellement, ça se vit. Ça se ressent. Ça se sent. Bien sûr. Et donc, ce qu'il y a de plus important dans le monde, ce sont des sensations. Et pourtant, ce à quoi on donne l'importance, c'est la connaissance intellectuelle. Mais plus que ça, on t'évalue depuis très jeune en fonction de ta capacité d'apprendre et de redonner la connaissance que tu as appris. Et toute ta vie, on t'évalue en fonction de ta performance intellectuelle ou manuelle. Et pourtant, tu as des artistes, tu as des gens de partout qui sont des êtres extraordinaires et qui ne vont pas performer intellectuellement et ça n'a puisque c'est pas ça l'important. C'est intéressant ce que dit Pierre à un moment donné quand il pose cette question. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Tu aurais répondu ça? Bien sûr. La joie, l'amour et la paix intérieure? J'aurais commencé par l'amour. J'aurais commencé par la santé. Ah, bon, ben, c'est parce que quand tu as l'amour, la joie et la paix intérieure, la santé vient avec. La santé vient avec. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bizarre. C'est la première chose que j'aurais dite. Oui, dans un livre, j'ai fait un livre qui s'appelle Éveiller votre pouvoir de guérison. Et je dis, la joie et l'amour, ce sont les grands guérisseurs, c'est ce qui maintient la santé. Et avec Guy, on faisait des sessions d'une semaine de santé et on disait le premier remède, la joie. Pas le plaisir, la joie profonde, la joie d'exister, la joie d'être ensemble, la joie d'exprimer. Tu vois, ce que tu vis, Marc, c'est certainement parce que ça te réjouit de faire cette œuvre-là. Ça te réjouit. C'est pas juste un travail pour gagner ta vie. C'est sûr. C'est une expression, un déploiement de ton être. Et ça, c'est une joie profonde. Est-ce que cette joie, elle se travaille, elle est innée ou elle s'entretient? Ah ouais. La joie est en toi, selon moi, dans la perspective. Moi, la joie est en toi. Et après, il y a des sources de joie pour aller se nourrir ce qui est déjà là. Et j'en ai nommé le déploiement de qui tu es. C'est-à-dire, par exemple, que la majorité des gens, leur vie n'est pas le reflet de qui ils sont. C'est un travail qu'ils ont appris. Et lorsque tu peux te connaître suffisamment pour choisir une vie dont le déploiement est l'expression de toi, ça t'apporte une paix profonde d'abord, ça t'apporte une joie réelle et un amour de toi. Et quand tu as l'amour de toi, tu n'as plus d'attente envers les autres. Et donc, tu peux les aimer comme ils sont. Alors, c'est extraordinaire, la guérison que ça fait au niveau psychique, au niveau physique. Ça. Et c'est prouvé. Et c'est prouvé, puis moi, je dirais, ça ramène à connexion, parce que ce que Pierre vient de dire là, si tu apprends à développer, entre autres, ou à réveiller, parce que c'est déjà là, à éveiller tes facultés, c'est une voie de connaissance de soi. Plus on a éveillé nos facultés, plus on se connaît, mieux on se connaît et plus on se reconnaît. Et moi, j'ai fait tout ce parcours-là aussi. Là. Lui, il parle de son métier de gestionnaire pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Moi, j'étais journaliste d'enquête, animatrice télé et aujourd'hui, j'enseigne l'éveil de conscience, la spiritualité à travers des livres, à travers des stages, à travers des conférences. Et ça, c'est parce que j'ai pris le temps d'aller à la rencontre de ce qui est là. Et aller à la rencontre de ce qui est là, ça passe par la connexion à qui on est, découvrir nos talents naturels. Je savais que j'étais une animatrice, je savais que j'étais une enseignante, mais j'étais juste une petite coche à côté de ma voix, comme on dit au Québec, là, une petite coche à côté de la traque, nous on dit. Et ça, c'était dans mon métier d'animatrice télé. Et là, aujourd'hui, je le vois ce que je fais. J'anime et c'est quand j'anime un stage, par exemple, je vois à quel point les gens vont simplement connecter avec leur flamme de vie parce que c'est ça, mon talent à moi. Et tout ça pour dire qu'il fallait que je passe par la connexion à qui je suis. Et moi, ça s'est développé à travers l'écriture inspirée, entre autres. Je fais beaucoup d'écriture inspirée. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide de l'écriture inspirée, d'ailleurs, qui est ici en Europe et même en version poche. Et ça a été comme une voie d'ouverture pour ouvrir mes œillères plus larges. Et plus je faisais de l'écriture inspirée, plus je comprenais que j'ai pas besoin d'écrire. Je peux juste poser des questions intérieurement, par exemple, à mon esprit, avoir des réponses. Poser des questions à mon âme, avoir des réponses dans mon corps. Et là, être guidé par ça. Et plus, on en parlait juste avant d'ouvrir les caméras, plus on écoute ça,
moins on se promène comme ça dans la vie et plus on peut aller en ligne droite vers qui on est, exprimer qui on est et trouver cette joie-là. Cette joie-là est à l'intérieur, mais si on va pas la découvrir, on va rester en surface avec les petits plaisirs de surface. Alors, découvrir la joie intérieure. Alors, il y a beaucoup de gens, et moi, je suis très, très souvent en contact, évidemment, avec ceux qui viennent s'installer sur ces canapés, mais les gens qui nous regardent nous disent à quel point ça résonne chez eux, à quel point c'est impactant chez eux, mais à quel point ils ont des difficultés à mettre ça en application. Voilà. C'est toujours le côté pratico-pratique. Le comment. Le comment fait-on. C'est pour ça qu'il y a ce livre, évidemment, qui permet de faire ce travail-là. Mais on peut comprendre ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les autres voient que l'intellect ne sont pas mystiques. C'est pas parce qu'on parle d'intuition que c'est mystique. Tu vois? On a souvent parlé de l'intuition féminine avec une forme de quelque chose d'inférieur, tu sais, comme si on voulait ridiculiser un petit peu. Presque du mépris. Alors que tu vas chez des amis, tu entres dans leur demeure pour la première fois, tu as une sensation. C'est vrai. Tu as une sensation de l'atmosphère. Tu vas chez d'autres amis que tu aimes autant, mais l'atmosphère est différente. Comment? C'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une sensation de l'atmosphère. Et si un jour tu rentres chez tes amis où tu aimes bien la maison, l'atmosphère, et que tu dis « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lourd aujourd'hui. » T'as des sens, c'est naturel, c'est naturel. Maintenant, pour les perceptions, tu vois, on se parle actuellement et tout à coup, il te passe une pensée de ta sœur. C'est vrai. Évidemment, on va continuer à se parler, mais qu'est-ce que tu vas faire? Après, tu vas envoyer un petit SMS à ta sœur. « Bonjour, ma sœur, comment ça va? » Parce que, et là, il va te dire, « Mais justement, je pensais à toi. Justement, je pensais à toi, ou justement, je me disais que tu pouvais peut-être m'aider dans un problème. » Tu as perçu quelque chose qui a passé. Pourquoi? Parce que l'information, ça circule sur des ondes. Comme si tu prends ton portable, tu parles à une boîte, mais tu parles à une boîte et tu m'appelles au Québec. Moi, je reconnais ta voix. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, cette boîte-là émet les ondes. Elle a pris ta voix, elle a recodé exactement avec les fréquences de ta voix, et moi, je te reconnais. Donc, ça a circulé par les ondes. Toute l'information passe par les ondes. Donc, on est ensemble, tu te sens bien, tu te sens pas bien, tu te sens provoqué. Quelquefois, je dis aux gens, c'est pas parce que tu te sens pas bien avec quelqu'un que la personne est lourde ou il y a quelque chose qui va pas. C'est peut-être au contraire. C'est avec quelqu'un qui est dans une paix profonde, alors que tu es agité, ça peut te confronter. Ça peut te provoquer. Est-ce que, notamment sur le fait que tu aies fait autant d'interviews sur ces thématiques-là, est-ce que pendant les interviews, tu as déjà ressenti cette question qui arrive ou cette réflexion que tu dois amener dans le débat ou dans l'interview où tu te dis « Mais pourquoi je vais dire mais d'où ça sort ça? D'où ça vient ça ?» Ça m'est arrivé plein de fois pendant les émissions. Absolument, et encore plus depuis que j'enseigne. Mais pendant les entrevues, entre autres, je vais te donner des exemples où est-ce que, à 2 ou 3 reprises, sur des centaines d'entrevues, je me suis levée en plein milieu en disant « Ça fonctionnera pas ». Tout mon corps me disait « Non, c'est pas ça, lève-toi, va-t'en, ça marchera pas. » Tu vas te planter, et lui aussi, ou elle aussi. Ce qui fait que ça, c'est mon corps qui me le disait. Mais moi, de nature, et on l'explique dans Connexion, de nature, on va arriver ici, sur le plan de la planète, soit un petit peu plus perceptif ou un petit peu plus sensitif. Puis les autres voient, là, comme la double vision, la claire vision, puis les doubles sens, ça va aussi se développer. Mais moi, j'étais définitivement plus perceptive. Puis c'est plus associé au principe masculin. Donc, j'avais un principe masculin très fort. C'est avec ça, d'ailleurs, que j'ai été journaliste d'enquête et que moi, je disais, je courais après des bandits, là. Et je les ramassais, je les amenais à la télé. Alors ça, c'était mon principe masculin. Et mon animateur d'affaires publiques, à l'époque, qui est une grosse vedette au Québec, qui s'appelle Jean-Luc Mongrain, disait, France Gauthier, t'as le derrière bardé de médailles. Ça, pour lui, ça voulait dire que j'étais très chanceuse. Il comprenait pas que j'étais toujours à la bonne place au bon moment. Et j'appelais ça ma bonne étoile. Aujourd'hui, je peux mettre des mots là-dessus parce que là, j'ai fait les recherches pour comprendre. Je percevais le moment et je me vois me lever au 8e étage à TVA, au Québec, à Montréal, dire on part maintenant. OK, on part maintenant, mais pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais je le sais. Alors, dans le fond, la perceptivité, c'est savoir quelque chose sans savoir pourquoi on le sait, mais on le sait. Et ça, c'était naturel. Le reste, je l'ai développé par la suite. Et donc, il y a des gens qui vont arriver plus sensitifs. Et ça, c'est plus relié au principe féminin. C'est pour ça qu'on a appelé l'intuition féminine. C'était associé à tout ce qui est sensitif. Et puisque pendant très longtemps, jusqu'à l'époque récente, les deux principes étaient bien définis et opposés, je dirais, masculin-féminin, mais toutes les choses de l'esprit, inspiration, c'était relié et réservé aux hommes.
Hein, la parole, le verbe. C'est encore comme ça dans certaines institutions. C'est pas faux. N'est-ce pas? Et tout ce qui était de l'ordre des émotions, mais alors que les émotions, c'est une petite partie des sensations, c'était des affaires de bonne femme. Et on n'avait pas d'estime pour ça. Aujourd'hui, on commence à comprendre que c'est une intelligence émotionnelle, que c'est une intelligence, la sensitivité, et que les femmes, et c'est pas toutes les femmes qui sont plus sensitives. C'est pour ça que je te dis, moi, j'étais plus perceptive, je suis devenue sensitive, et maintenant, je peux ressentir un paquet de choses et savoir très bien si, par exemple, tel projet, c'est bon pour moi ou si c'est pas bon pour moi, parce que j'ai développé ça à partir de la sensation dans mon corps. Et si tu devais la décrire, cette sensation dans ton corps, si elle est négative, comment elle se manifeste? Ça va passer par soit une contraction, soit un malaise ou un mal-être. Ça peut être assez subtil, mais je le sens parce que maintenant, je porte attention. Avant ça, je portais pas attention. Et quand je l'ai senti pour la première fois pour vrai, c'était en 2008, et c'est grâce à un de mes amoureux, mais j'ai vraiment senti cette fréquence-là dans ma poitrine. Et ça a fait, oh mon Dieu, OK, c'est quoi cette affaire-là? Et j'ai su que ce gars-là allait devenir mon amoureux, même si au départ, j'avais même pas d'intérêt pour lui. Et 3 mois plus tard, c'était mon chum, comme on dit au Québec. Ouais, c'est ça. C'était mon chum. Mon chum. Ce qui fait que mais ça, c'est bon pour des projets, c'est bon pour, j'ai acheté des maisons comme ça, j'ai choisi tous mes projets comme ça. Il faut bien expliquer quand même qu'il y a à différencier la sensation au niveau du plexus solaire, comme par exemple le plaisir ou la tristesse, etc. Là, on s'élève un peu plus. On s'élève au niveau de la poitrine, la partie supérieure. Et on va parler d'une réponse de l'âme, où l'âme, qui s'est incarnée pour des raisons précises, va te transmettre sa réponse face à un projet, face à quelque chose qui se passe, en termes de sensation. L'esprit se manifeste par une voix intérieure, mais l'âme par des sensations. Sensations de bien-être ou sensations de mal-être ou de neutralité. Neutralité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le projet que tu entrevois, il influence pas ce pourquoi tu t'es incarné. Un bien-être... Donc, ça ne change rien à ton évolution. Signifie que la voie que tu observes, elle correspond vraiment à ce pourquoi tu t'es incarné. Et un mal-être, l'inverse. Ça ne correspond pas. Tu t'en vas à côté de toi. Est-ce que cette intuition vous a déjà trahi? Non, jamais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que même quand l'expérience est percutante, parce que tu as écouté ça, tu sais que c'est aussi évolutif. Alors, j'ai eu quelques expériences qui ont été assez percutantes en suivant cette sensation-là et en suivant tout le chemin des synchronicités aussi, qu'on pense toujours que c'est un monde de licorne. Là. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Alors, le monde de licorne, on peut oublier ça. Les synchronicités, oui, ça peut être extraordinaire, puis ça peut être aussi très initiatique. Et dans une expérience en particulier que j'ai en tête, dans une collaboration, toutes les synchronicités étaient là. J'ai suivi le chemin et ça a été extrêmement évolutif pour moi. Et je pense que je suis une meilleure personne grâce à ça, finalement. Ce qui est aussi, excuse-moi Pierre, mais ce qui est aussi très important, parce que, et ça aussi c'est une réflexion qu'on a très souvent, c'est de distinguer ce qui est de la part du mental quand on ressent quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut mettre en place cet automatisme d'intuition se dit, OK, j'ai cette décision à prendre, je suis face à une réalité, qu'est-ce que je ressens? Que me dit mon intuition? Quand on fait ce cheminement-là, quelle est ma part du mental et quelle est véritablement ma part de l'âme et donc de l'intuition? Prenons un exemple. La voie traditionnelle, c'est devant 2 possibilités. C'est de faire avantage-désavantage. Tu fais ton tableau, tu peux mettre des points, tu vois. Et presque tout le monde a vécu cette expérience où tu mets les points. La solution B, selon les points, est meilleure. Et là, tu te dis, je vais reprendre. Je vais reprendre pour t'assurer que c'est juste, mais en fait, il y a une partie de toi qui te dit que c'est l'autre, la voie juste. Or, la voie juste n'est pas la plus facile nécessairement. La voie qui te correspond pour ton évolution, ce que tu disais, peut être une voie extrêmement exigeante et difficile. Alors que la voie douce peut t'amener dans quelque chose qui stagne, quoi. Comme dans une relation. Tu peux avoir une relation avec quelqu'un qui est très simple et que ça fait un bon copain, une bonne copine. Mais avec une relation avec quelqu'un d'autre qui est très important, peut t'amener vraiment à des épreuves pour arriver à te connaître l'autre. Et finalement, créer un duo extrêmement c'est propulseur. Ça. Il y a une expression qui dit la première intuition est la bonne.
Ouais, la première impression. Ouais. Où la première impression est la bonne. Est-ce que c'est vrai, ça? Je dis souvent, écoute, quand tu poses une question de ton esprit, là, écoute ce qui vient en premier. Ouais. Ce qui vient au tout début. J'avais fait une expérience à un moment donné. Je dis, tu vas essayer, on va vérifier avec le patient après, tu vas essayer juste de capter ce qu'il a. C'est quoi ses pathologies. Après, on va vérifier, on ne veut pas jouer au devin, mais tu passes ta main au-dessus et je demande à un étudiant, va faire ça. Il me dit, mais Pierre, je sais bien que j'ai aucune sensation, je capte rien, j'ai rien, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, vas-y. Il s'énerve un peu, mais je dis, vas-y, dis-moi n'importe quoi. Dis-moi ce qui te passe par la tête. Alors, il me regarde un peu, tu vois, frondeur. Il me dit, d'accord, je vais te dire ce qui me passe par la tête. Il passe, voici, il y a de l'arthrose à l'épaule gauche, il y a un petit problème avec la valve du cœur. Ah, tiens, diabète, et il y a une cirrhose du foie. Et pourquoi pas un petit problème au genou droit? Après, j'ai demandé au gars, l'invité, alors, parle-nous de toi. Et il a dit exactement ce qui se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'autre a lâché prise. Totalement. Voilà. Complètement lâché prise du mental. Voilà, bien sûr. Mais c'est quoi n'importe quoi? Comment tu dis n'importe quoi? Ben, ça vient de ce qui passe à l'intérieur de toi, et ce qui passe, c'est les ondes qui viennent de cette personne. Donc oui, la première intuition est la bonne. Ouais. Ben, souvent, en tout cas, à moins que ce soit vraiment conditionné, mais on l'explique là-dedans. Puis nous, on fait la différence entre la petite voix et la grande voix. Fait qu'on pourrait y aller peut-être avec plutôt, tu sais, le petit diable sur l'épaule droite et le petit ange sur l'épaule gauche. Mais tu sais, quand c'est la bonne réponse, là, quand c'est vraiment l'esprit qui t'envoie la réponse, c'est très direct. C'est un mot, une phrase, et il n'y a pas d'argumentation. Voilà. Si tu t'entends argumenter puis essayer de trouver une façon de t'en sortir, là, c'est le personnage. Là, c'est l'ego. Et ça devient un exercice en conscience. Au début, bien sûr que ça prend un certain temps, là, tu sais, avant d'être présent à ça puis de départager tout ça. Mais ça peut se faire très, très, très rapidement si on est présent. Parce que moi, je le sais comment est-ce que je fonctionne. Si je commence à argumenter dans ma tête, à vouloir changer le scénario pour qu'il tourne à mon avantage, je sais que c'est mon personnage. Je sais que c'est pas mon âme ou mon esprit. Oui, c'est ça. Tu as pris un bon repas avec des amis au restaurant. Alors, il y avait un apéritif, une entrée, un bon repas, tu as pris du vin. Et là, il te demande, vous voulez un dessert? Alors, spontanément, tu as une voix intérieure qui te dit, t'es repu, Marc. Mais tu as une autre voix qui te dit, mais Marc, tu as beaucoup travaillé cette semaine, tu t'es épuisé, allez, garde-toi. Tu vois, la petite voix, elle a toujours des justifications. Alors que la voix de l'esprit, la voix de la sagesse, n'a pas besoin de justifier. Tu es repu. C'est tout. C'est fascinant. Il faut vraiment, lisez évidemment ce livre et mettez-le en pratique. Il y a 17 voix. De l'intuition, c'est comme ça que vous avez intitulé et c'est comme ça que vous l'avez travaillé. D'ailleurs, est-ce qu'on aurait pu en mettre plus? Écoute, ça comble vraiment le spectre parce que les 15 autres, là, c'est vraiment les sens, les doubles sens, les clairs-sens. Je vais te les expliquer au moins pour la vision, par exemple. Mais prends tous les sens, c'est la même chose. La double vision, moi, je voyais rien quand j'ai commencé à faire ces recherches-là. Et tout à coup, ma double vision, à un moment donné, en portant attention, j'ai réalisé que j'en avais une. Que je suis capable de voir, par exemple, l'énergie autour du corps physique qu'on appelle le corps éthérique, que je suis capable de voir ça autour des arbres, que je suis capable de voir le prana dans l'air, alors que je voyais rien avant. Alors, tout ça, c'est aussi une question de conscience. Plus tu t'éveilles à ça, plus ça peut se développer. C'est vrai. Et il n'y a pas deux personnes qui le développent de la même façon, ni à la même vitesse. Ce qui fait qu'on peut pas se comparer parce que ma façon de voir ou d'entendre ou de percevoir ou c'est ma façon très personnelle. Il y a un chapitre dans Connexion qui s'appelle le code personnel pour expliquer comment ça se manifeste pour chacun de nous. Et c'est extraordinaire qu'on n'ait pas à se comparer. Parce que effectivement, on veut pas se comparer là-dedans. Et c'est la même chose pour... J'ai développé mon clair-odorat, j'ai développé à un moment donné, par exemple, ma grande amie, et Nelly m'en parlait avant l'émission, là, ma grande amie Anne-Marie. Nous, on a perdu nos âmes sœurs à 4 mois d'intervalle. Moi, c'était Anne-Marie, ma grande amie, avec qui j'ai fait tout mon chemin spirituel. Du coup, tu avais acheté une ferme, je crois. Oui, avec une écurie avec elle. J'ai écrit plusieurs livres qui l'impliquent. Et avec Anne-Marie, là, je me souviens même plus. J'ai changé de... J'ai oublié qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça. On parlait de quoi juste avant? Non. On parlait justement des 15 que tu disais que je voulais qu'on énumère quelques clés pour bien expliquer aux gens. Alors, j'ai développé, entre autres, le clair-odorat. Oui. Et ça, pour moi... Un matin, je me suis réveillée avec l'odeur de la mort. Et c'était sans équivoque.
Et j'avais jamais senti ça. Je savais pas c'était quoi l'odeur de la mort. Et comment tu peux, justement, puisque tu ne sais pas Parce ce que c'est clair. Et tout mon corps et mon esprit me disaient, c'est la fin. Et j'ai couru chez mon amie Anne-Marie. Et ce matin-là, elle m'a dit, j'ai eu une nuit d'horreur et je rentre aux soins palliatifs aujourd'hui. Et quelques jours après, elle décédait. Alors, ça, là, je l'avais jamais senti avant. Mais c'est sans équivoque quand ça arrive. Tu le sais que c'est ça. Et comment tu peux le développer? Tu vois, encore une fois, il y a des choses naturelles. Regarde un petit bébé. Quand lui te regarde, il ne te regarde pas dans les yeux. Il regarde autour de toi. Il est ébloui par la lumière autour de toi. C'est ton champ d'énergie, quoi. Et ça, parce que en grandissant, il s'aperçoit que les adultes n'en tiennent pas compte, ben, il laisse se refermer ces facultés-là. Il n'est pas confirmé. Alors que quand tu les utilises, ben, tu peux, par exemple, tu dis, quand tu regardes ton corps, ben, tu peux dire, je vais le regarder, puis je vais imaginer l'intérieur. Et à force de l'imaginer, ben, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu peux voir l'énergie autour et peut-être même à l'intérieur de ton corps. Et avoir un dialogue c'est de la avec double ton vision. corps. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est fascinant parce que c'est naturel. C'est pas... Parce que c'est vrai qu'on se fait toujours, on se fait un monde de ça, où parfois on a eu un ressenti ou des expressions qui consistent à dire quelle chance vous avez d'avoir ces perceptions, Bien sûr que... quelle faculté extraordinaire, vous êtes touché par la grâce parce que vous avez ces facultés-là. Sauf que on entend bien dans votre discours que tout le monde peut avoir ça. Ah oui, absolument tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que un des éléments qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est très distrait. On est très distrait par toutes les sollicitations autour de nous. Et on est distrait aussi par les difficultés intérieures. Mais on peut commencer tranquillement par écouter les signaux intérieurs, les signaux de ton corps, les signaux émotionnels, les signaux de... Quand tu as des pensées récurrentes, ben, c'est un signal qui veut te dire quelque chose. Il y a quelque chose que tout ton système veut dire. Tout nous parle. On peut avoir une question intérieure, ouvrir la radio, puis entendre une chanson, puis il y a une phrase qui va répondre à notre question intérieure tout à coup. Et ça, c'est un phénomène de synchronicité. Mais la raison pour laquelle on a l'impression que les autres ont une grâce quand ils ont développé tout ça, c'est vraiment parce que, Pierre l'expliquait au début, on a été élevé dans un monde où on a valorisé uniquement l'intellect. Et moi, j'avais très bien compris ça à l'école. Là. Je devais être médecin comme mon père, j'avais des bonnes notes et on me dirigeait vers quelque chose qui me ressemblait pas du tout parce que quand tu as des bonnes notes à l'école, tu vas aller en sciences. Et j'avais jamais pensé qu'il y avait d'autres façons de capter la connaissance que par l'intellect, par la lecture, par exemple, ou maintenant par Internet, peu importe. Alors que maintenant, je sais très bien, je lis plus d'ailleurs, Marc, en passant. Ça fait plusieurs années que je ne lis presque plus, sauf pour les entrevues, quand je reçois des gens qui ont écrit un livre, parce que j'ai envie de l'apprendre autrement. On dirait que ma boîte crânienne en sait assez, là. Incroyable, ça. Alors, j'ai fait un test. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Mais moi, quand j'étais dans la période de gestion, je voulais faire un doctorat en psycho. Et tout un ensemble d'organisations à l'université m'a amené à faire une maîtrise en gestion. Mais je n'avais pas d'intérêt à faire ça. Et là, on nous disait de lire des livres et que les examens étaient plus sur les livres que sur ce que disait le prof. Alors, je dis, je lis pas ces livres. Je mets ma main, faites pas ça avec notre livre. Là. Je mets ma main sur le livre, mais c'est symbolique. Et je me dis, l'auteur, lui, il existe. Je vais simplement me connecter avec l'auteur. Alors, si après, tu me demandes qu'est-ce qu'il y a dans le livre, je ne sais pas. Mais tu t'es connecté, j'ai aucune idée. Par contre, si tu me poses une question, c'est un auteur de gestion, tu me poses une question, je te dis ce qui me passe par la tête. Et ce qui me passe par la tête, ben, ça correspond à ce qu'il y a dans le livre. Alors, j'ai fait tout mon master comme ça, et mes notes sont parfaites tout au long du master. Wow! Sont parfaites. Ça veut dire qu'en fait, ton master, tu l'as fait en canalisant. En fait, oui, en canalisant. Oui. Mais tout le monde canalise. En laissant venir l'information. Mais tout le monde canalise. Voilà, c'est ça. Mais pas canaliser maître qui me dit les réponses. En étant en contact. Voilà, en connexion. En connexion, exactement. Voilà, en étant en connexion. Comme si, toi, tu te dis, tiens, j'ai des invités aujourd'hui. Alors, tu te mets en contact avec eux avant qu'ils arrivent. Et les réponses qu'ils te donnent, tu les sais déjà. Oh, ça, c'est extraordinaire et c'est en même temps tellement abstrait comme notion. Ben, c'est juste d'être présent pour vrai.
Je vais te donner un symptôme que j'ai physique, moi, qui s'est développé avec ça, parce que justement, parlant de sensitivité, là, il y a des sens qui se développent aussi. Puis j'appelle ça des symptômes, mais c'est ce qu'on appelle le code personnel. Alors, quand je me suis mis à enseigner, quand j'ai laissé la télé en 2010 pour aller enseigner le fruit de mes recherches, je parlais avec les gens dans un atelier et tout à coup, je sentais que ma couronne, le dessus de ma tête, se mettait à vibrer, là, comme si j'avais une antenne. Je trouvais ça intéressant, mais je savais pas trop ce qui se passait. Mais systématiquement, quand ça se passait, la personne à qui je parlais se mettait à pleurer parce que je venais de lui dire une vérité pour lui ou pour elle. Et là, j'ai commencé à faire confiance à cette affaire-là. Puis chacun va développer ça, mais c'est simplement une question de présence. Ah, moi, quand ma couronne vibre, je sais que je viens de dire quelque chose d'intelligent pour toi, maintenant. Dans 5 minutes, je m'en souviendrai plus, mais toi, ça va t'apporter quelque chose. Alors, et tout le monde va développer des symptômes ou un code personnel différent, mais c'est pas du tout abstrait, c'est très physique. Est-ce qu'il y a un entraînement? La présence. Présence à soi, écoute de ses sensations. Okay. Le corps envoie des signaux, un petit malaise. Combien de fois le petit malaise, très court, je t'en occupe pas. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va s'amplifier, ce petit malaise, éventuellement, sur 20 ans. Mais au départ, tu as un petit malaise qui te dit il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as tout à coup une petite tristesse soudaine. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu continues et ça a passé. C'est un petit signal. Que je dis, une pensée, une impression, une inspiration. Tu fais le suivi de ça. Tu es d'abord présent à toi et tu fais le suivi. Tu donnes de l'importance sans nécessairement concentrer là-dessus. Je suis arrêté un feu rouge avec ma compagne et j'entends intérieurement, et c'est pas des maîtres de l'au-delà qui me parlent, j'entends intérieurement de ma conscience, ne pars pas au feu vert. Je pars pas. Et après 2 secondes, il y a une camionnette qui passe à 100 à l'heure. Si j'étais parti au feu vert, normalement, on était tous les 2 morts. Et on a J'ai juste écouté. Ça. Et si c'était rien passé, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un automatisme. À chaque fois que vous avez tous les deux pas une décision à prendre, mais en tout cas, vous vous retrouvez dans n'importe quelle situation, un feu rouge, un dîner, une interview, une préparation, vous écoutez? Quand j'en rate un, là, c'est terrible. Par exemple, j'avais mis des meubles en, comment on appelle ça, en garde-meubles. En storage. Mais après que j'ai choisi l'endroit, je ne sais pas pourquoi, je disais toujours, j'en cherche un autre, j'en cherche un autre. Ma compagne me disait, pourquoi tu en cherches un autre? Je ne sais pas, il y a quelque chose. Il est parfait, ce que j'ai trouvé. Et finalement, je dis, mais arrête. Je me parlais à moi. Et quand on était chercher les meubles, eh ben, il y avait eu une inondation. Et quand on écoute tous les meubles étaient foutus. Ouais. Et là, je me suis dit, écoute. Ça, c'est magnifique. Hein. Et ça, c'est pour tout le monde. Oui, Pierre est très médium, mais moi aussi, je vais entendre ralenti. Et si je ralentis, il y a un chevreuil qui va sortir du bois juste après. Puis je vais l'éviter grâce au fait que j'ai entendu et j'ai écouté. Mais on n'entend pas comme une voix. Je dis tout le temps la blague, là, c'est pas un guide de l'au-delà qui apparaît avec un cornet de lumière. c'est subtil. Bien mais sûr. Si tu es présent à ça, tu vas l'entendre comme si ça se plaque dans ton cerveau. Ralenti. Et dans une courbe, je ralentis, puis le chevreuil saute. Au Québec, on a ça beaucoup, des chevreuils. Et je l'ai évité parce que j'ai ralenti, parce que j'ai écouté. Et ça, c'est à tous les jours qu'on va avoir ces signaux-là, tout le temps. Être présent, être dans la joie, s'entraîner évidemment, vivre à haute fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vivre à haute fréquence, ça veut dire que tes blessures, tes peurs, tes croyances, tes attaches, tes attachements, tu t'en es conscient et c'est pas tout à fait toi. C'est l'ensemble de tes blessures qui ont provoqué tout ça. Et donc, tu es à l'écoute de ça, mais tu sais que tu es autre chose que ça. Donc, tu élèves ta fréquence et surtout en aimant qui tu es, malgré les erreurs. C'est ce que je dis le plus aux gens. Aime-toi. Ne te juge pas et ne culpabilise pas. Tu as fait des erreurs. On en fait tous. Bien sûr. Maintenant, pose ton attention sur ce que tu aimes de soi. Je disais, les gens posent la majorité du temps de leur attention sur ce qui ne va pas, sur ce qu'ils n'aiment pas d'eux, sur ce qu'ils jugent d'eux, sur ce pourquoi ils se sentent coupables. Mais un des exercices que je fais faire le plus souvent, fais la liste de tes qualités.
Et quand tu en as 2 pages, tu me reviens. Attends, on arrête après 3 ou 4. C'est ça. Pourquoi on arrête après 3 ou 4? Parce qu'on se compare. Tu dis, par exemple, je suis patient, j'aime ma patience. Ouais, mais il y a des gens beaucoup plus patients que moi. Mais bien sûr, mais est-ce que tu aimes ta patience? Est-ce que tu aimes ton entre-gens? Est-ce que tu aimes ton regard? Est-ce que tu aimes ton écoute? Et là, fais la liste de tes qualités et aime-les parce que plus tu les connais, plus tu les aimes, plus tu vas les offrir. Et donc, les difficultés ont tendance à s'évaporer. Quelle est la plus grande qualité de France? Quelle est la plus grande qualité de Pierre? France, son effervescence dynamique et sa conviction de la vie, de la beauté de la vie. Pierre, c'est sa sagesse. Ça s'entend, hein. Ne serait-ce que sur le timbre de voix et sur le débit de voix. Mais ça ne veut pas dire, comme on dit au Québec, ça ne veut pas dire qu'il est plate. Oui. Donc, il n'est pas ennuyeux parce qu'il est sage. La sagesse n'a rien à voir avec être ennuyant ou ennuyeux, peu importe. Ouais. Parce que, puis moi, c'est un mentor pour moi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on n'a pas atteint le niveau de sagesse de Pierre, quand il dit « aimez-vous », moi, je dirais, commencez par aussi vous occuper de vos émotions. Parce que vos émotions sont le reflet des blessures. Puis quand tu es déclenché, par exemple, je suis déclenchée dans une peine d'amour, de trahison, de rejet, peu importe, j'ai beaucoup plus de difficultés à être dans l'amour et de moi et de l'autre. Alors, si je m'occupe pas de mon émotion, c'est elle qui va me gérer. La première chose à faire, c'est s'occuper de l'émotion, aller voir quel est son message, comment je peux redevenir le maître de ça, parce que moi, mon but, c'est, j'ai compris que mes émotions étaient le reflet de mes blessures. Si je m'occupe de mes blessures, je peux changer ma vie au complet. Et ça, c'est le livre d'avant qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?» Mais ceci dit, à partir de ce moment-là, si je suis pas toujours en train de gérer quelque chose parce que j'ai été déclenchée, je suis beaucoup plus présente aux signaux de la vie. On s'entend-tu pour 50-50? 50% sur tes difficultés, tes émotions, 50% sur tes beautés, tes qualités. Mais c'est jamais 50 pour moi. Ça peut être 5% pour l'émotion. Si tu en prends soin quand elle est là. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'aujourd'hui, les gens, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais les gens posent vraiment beaucoup de temps à travailler sur eux. Ouais. Et je me disais, à un moment donné, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais de travailler sur eux. Et c'est vrai, sauf que travailler sur eux, ils en viennent écœurés, quoi. Je dis, mais oui, mais est-ce que, alors, belles choses. Pour le coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire que vous aimez l'être que vous êtes? Ah oui, complètement. Puis quand je fais quelque chose, parce que je fais des gaffes, là, puis je me trompe, puis j'ai souvent à demander pardon, par exemple. Et la phrase qui m'a le plus aidée, c'est « Aime la fille en toi qui sait pas comment faire autrement présentement, mais qui est sur un chemin. » Et j'arrête toujours pour aller aimer celle-là. Parce que cette fille-là, elle est convaincue qu'elle peut vraiment rencontrer son maître intérieur avec le temps. C'est pas quelque chose qui se fait spontanément, instantanément. Alors, je vais aimer celle qui savait pas à ce moment-là comment faire mieux, mais qui va trouver. Est-ce que tu aimes l'être que tu es? Oui, j'aime ma vie et j'aime qui je suis. Et longtemps, j'ai dit, moi, je sais que je mourrai pas. Mais parce non, on ne meurt pas. Que j'ai pas atteint cet état d'amour, donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. Comme dit Arnaud Rio, nous sommes immortels. Oui. Et puis, je dis aussi comme ça, si tu as de la difficulté à aimer, aime ton parcours pour t'aimer. C'est ça. Waouh, celle-là, elle est belle. Aimons le chemin. Parce le chemin, c'est ça. C'est ça. Et bien sûr qu'on se trompe, et on est tous humains, et on a tous des moments où est-ce qu'on est à côté, puis... Et on a appris, encore une fois, à viser toujours le résultat. C'est ce qu'on a appris toujours. Tu existes en fonction de ton résultat. Alors que ce qui est intéressant, c'est ce que tu fais. Si à la fin, tu t'aperçois qu'il y a un bon montage et qu'il y a une belle entrevue, tu es content. Mais si tu t'es ennuyé tout au long, c'est pas intéressant. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en 2024, 2025, on peut éduquer un enfant avec cette philosophie de vie-là? C'est eux qui nous éduquent, je te dirais. Pour être mère et grand-mère maintenant, j'ai une petite fille de 10 mois. C'est eux qui nous éduquent. Eux, ils sont dans le moment présent. Eux, ils sont là pour... Ils respirent par le ventre, comme les maîtres. Ils sont dans le moment présent. Ils jouent, ils sont heureux. Alors, si on est présent à ça, ce sont eux qui nous éduquent. Et les nouveaux enfants qui arrivent sur la planète présentement,
ont pas les mêmes contraintes ou les mêmes, je dirais, n'ont pas la même fréquence que nous. On a eu à déconstruire beaucoup de choses. Heureusement, il y a des nouveaux parents qui sont plus conscients. Alors, ils ont moins à déconstruire et plus à construire avec les nouveaux parents. Il reste qu'on a à transformer les écoles. Oui. En l'école nationale, vous savez, pas juste en France, on fait partout. C'est partout pareil. Et rester avec des trucs plus anciens. Donc, on a à changer les écoles parce que les enfants, ils sont pas bien. Et aussi, en fait, c'est la poule ou l'œuf. Hein. C'est comme, faut traiter de partout. Ceci dit, nous, en France, quand on parle des écoles québécoises ou des écoles canadiennes, on dit souvent que l'avantage chez vous, c'est que lorsqu'il y a une problématique chez un enfant, où un enfant ne réussit pas ou est en échec scolaire, on va passer 10 minutes sur l'échec et 50 minutes sur le côté positif de cet enfant. Alors qu'en France, c'est souvent l'inverse. Ouais. On va focaliser sur les 50 minutes de « et pourquoi t'es comme ci ?» et « pourquoi t'as pas fait ça ?» et « pourquoi tu réussis pas ?» et à peine 10 minutes sur la valorisation de l'enfant. Est-ce que c'est le cas? Je pense que oui. Et c'est une question de culture. Ouais. Et maintenant, il y a un changement qui se passe dans les écoles chez nous grâce au mouvement des écoles alternatives. Et moi, mes enfants sont allés là. C'est inspiré des écoles Waldorf. Et c'est de plus en plus l'inspiration pour les nouvelles écoles. Et ça fait en sorte que l'enfant est au centre et plus de son développement plutôt que rentrer de la matière de façon linéaire pour apprendre par cœur des trucs. On va plus aller sur c'est quoi tes forces, dans quoi t'es bon, qu'est-ce qui est naturel pour toi. Et moi, mes enfants sont allés à l'école alternative. Ça a sauvé mon fils, entre autres, qui était un décrocheur assuré. C'était assuré qu'il ne se rendait pas à la fin de son lycée. C'est le lycée pour vous, chez nous, c'est le secondaire. Alors que là, non seulement il a bien terminé, mais il fait ce qu'il aime. Ouais. Parce qu'il a été... On a mis la lumière sur ses qualités naturelles, sur ce qu'il est. C'est le principe en France des écoles Montessori, vous connaissez, Oui, c'est la même exactement. chose. C'est ce que vous appelez l'école alternative. Oui, c'est ça. L'école alternative. C'est le même mouvement. On met plus d'accent justement sur l'intuition, la perception, les sensations. Donc, on amène les enfants à écouter de la musique ou jouer de la musique. Comment tu te sens? C'est quoi vos élans? Puis, Donc, sur ces principes de connexion, la nouvelle génération, vous êtes plutôt très optimiste pour le coup. Oui. Complètement. Oui. Complètement. Puis s'il n'y a pas d'optimisme, s'il n'y a plus d'espoir, il ne reste pas grand-chose. C'est sûr. On mise sur l'espoir. Oui. En tout cas, moi, je mise sur l'espoir. Oui. Puis je le sais que, tu sais, on est présentement dans une période qui est extrêmement exigeante. Je compare toujours ça à faire du grand ménage. Quand on fait notre grand ménage, on soulève de la poussière, c'est le chaos. On est dans ce chaos-là présentement, mais derrière, juste l'autre côté de ce chaos, il y a cet espoir-là d'un monde nouveau, meilleur, plus fraternel, plus aimant. Et c'est à ça qu'on consacre notre vie, là. Ouais, les structures, on se rend compte que les structures n'ont pas permis d'aller où on voulait. Qu'est-ce qu'on veut, dans le fait? Alors, est-ce que notre monde est heureux? Est-ce que les gens sont heureux en général? Vraiment profondément heureux? Pas vraiment. Est-ce que vous l'êtes? De plus en plus. Je suis très heureux. Je suis très heureux dans ma vie. Mais je constate que les gens souffrent énormément, physiquement, psychiquement. La santé, c'est difficile. Et ils ne sont pas très heureux. Alors, je me dis, quand on a ce constat-là, on a des choses à changer. On a des choses, le système de santé, le système éducationnel. En fait, tous les systèmes sont à changer. Et est-ce qu'on va prendre beaucoup de temps à essayer de défaire les systèmes ou si on va en construire d'autres à côté? C'est pour ça que je parle du mouvement des écoles alternatives, parce qu'on est en train de construire en parallèle quelque chose qui répond plus. Et les nouveaux enfants nous poussent à le faire parce que ça ne fonctionne plus, notamment pour les garçons. À l'école, ça ne fonctionne plus. Les filles performent, les garçons ne performent plus parce que c'est pas adapté. Alors, on doit s'adapter. En tout cas, depuis tout à l'heure, j'ai cette... petite réflexion dans la tête quand tu as dit un truc qui est incroyable, c'est que tu as dit « Aujourd'hui, je ne lis plus ». Non. Ce qui est quand même le conseil le moins intelligent à dire quand on sort un livre. Non, mais lisez ça avant, puis après ça, vous arrêterez. Mais quand je dis je lis presque plus, en fait, pour apprendre ce genre de trucs. Bien sûr. Dans le sens où est-ce que j'ai lu des centaines de livres, j'ai rencontré des centaines de personnes, et à un moment donné, ça a fait comme, OK, là, mon intellect en sait assez, je veux le vivre. C'est ça. Alors, je le descends dans mon corps. Absolument. Mais Pierre a dit dès le départ, lui, il ne lit plus du tout depuis le début. Elle est chouette ta question. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a 2 semaines, Pierre, si tu lis pas, pourquoi tu fais autant de livres? Ouais. C'est une très bonne question.
C'est vrai. C'est une bonne question, parce que les gens lisent. Mais en fait, ce que je préfère, c'est faire des stages, puis être avec les gens. Ouais. Alors justement, vos actualités respectives, tu évoquais juste avant, alors j'ai commencé avec le vouvoiement, je termine avec le tutoiement, parce que évidemment c'est une discussion de salon, comme on dit. Ouais, puis c'est des Québécois. Et c'est les Québécois, et on aime se tutoyer, évidemment, il y a cette chaleur. Vos actualités respectives, tu disais justement, Pierre, que tu étais très souvent en France. Oui. Je travaille sur 2 choses actuellement. La multidimensionnalité de l'être humain, les différentes dimensions. La dimension des sensations, la dimension de l'esprit, de l'accueil, les dimensions. Il y a 12 dimensions et j'amène les gens à les découvrir et à les utiliser dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est des stages en immersion? C'est ça. Okay. Ensuite, l'autre élément sur lequel je travaille, qui s'appelle Sens et Essence, c'est pour faire en sorte, guider les gens à ce que leur vie soit le reflet d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, que les gens puissent se déployer en fonction de qui ils sont, de leur essence, de leur qualité, de ce qu'ils aiment d'eux, plutôt que de faire ce qui rapporte de l'argent ou ce qu'on leur a dit de faire. Et donc ça, on va mettre autour de la vidéo, bien sûr, tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact soit avec François, avec Pierre, et puis pouvoir justement pratiquer et donc régulièrement en France. Oui. Ouais. Je suis en France ce week-end avec un stage sur l'application des 12 dimensions dans sa vie. Et bon, je suis là depuis déjà 2 mois. Bon. Oui. 6 mois par année, je suis en France. 6 mois par année. C'est pour ça qu'il n'y a pas une énorme pointe d'accent, contrairement à France, qui a une vraie belle, un vrai beau accent québécois. Et je le cultive, moi. Et tu le cultives. Ouais, c'est ça. La fameuse, moi j'ai adoré ça, c'est le tu sais-tu. Ouais, c'est ça, sais-tu? Oui. T'as déjà vu Solange te parle, la vidéo de Solange te parle qui fait la traduction des expressions québécoises et françaises? Non. Ah, c'est hilarant. Bon. Sur YouTube, Solange te parle. Bon. Ceci dit. Ton actualité, France. Alors, moi, je suis aussi à Paris en fin de semaine pour animer l'atelier Connexion, puisque celui-là, je le donne sans Pierre, puisque Pierre est un homme occupé. Et moi, je vois un peu l'atelier Connexion comme les premiers barreaux d'échelle pour vraiment entrer en contact avec tout ça. Et par la suite, on peut être appelé à continuer à faire les 12 dimensions et aller plus loin dans le processus. Et je continue d'enseigner l'écriture inspirée, je continue d'enseigner différentes... L'écriture inspirée, écriture automatique. Pour moi, j'appelle ça l'écriture inspirée parce que mon crayon part pas seul, mais c'est une méthode que j'enseigne. Il y a des milliers de personnes qui l'ont faite avec moi partout dans la francophonie. Alors ça, je continue de faire ça. J'ai d'autres stages également. Et je continue dans les médias, en fait, parce que on en parlait, mais nous aussi, on est en train de penser à une forme de comment rejoindre les gens un petit peu plus avec ces outils d'éveil-là pour que ça se répande comme une traînée de poudre. Alors, c'est c'est ça à quoi je travaille présentement. Alors ça, c'est évidemment intéressant. Et quand on fait ces immersions, tu choisis un lieu, les gens... Oui, là, à Paris, en fin de semaine, j'ai une salle dans le 15e et les gens viennent pour l'atelier d'une journée. Pour Connexion, c'est une journée. Les dimensions, c'est 3 jours ou 2 jours. Ça dépend. Ça dépend. À Paris, j'ai l'Enclos-Ré, qui est un endroit extraordinaire parce qu'on a un immense jardin et tout ça. On ne se pense pas du tout dans le 15e. Mais aussi, quelquefois en résidentiel, par exemple, à Haussois dans les Alpes. Là, je vais faire Sens et Essence, dehors, en altitude, pour être avec la nature. C'est passionnant. Et c'est évidemment très intéressant. Et je trouve que c'est aussi un livre plein d'espoir. Parce qu'il permet aujourd'hui de se rendre compte à quel point les choses sont simples, peuvent se faire de manière simple et qu'on n'est pas en lévitation à bouffer des graines H24 en se disant... Merci de le dire. Maintenant, on va pas léviter sur le Mont Sinaï, personne. Pas tout de suite, en tout cas. C'est pas le but. Pas maintenant. C'est en mars qu'on va en Égypte sur le Mont Sinaï, France. Peut-être qu'on lévitera sur le Mont Sinaï en mars. Lisez! Quand même, lisez, c'est important. Pratiquez aussi au travers des stages, évidemment, et des immersions et des week-ends en immersion que vous proposent mes invités. Et puis, il y a tous les autres ouvrages et on vous met l'intégralité des liens pour que vous puissiez vous procurer tout cela. J'étais vraiment très, très heureux de vous recevoir. Vraiment. Merci, je suis très content parce que je trouve votre discours simple, pédagogue. Et c'est vrai que quand on vous écoute, il y a vraiment une lueur d'espoir de se dire, bon, c'est peut-être pas perdu, on a peut-être des choses à mettre en place et à faire pour que notre quotidien soit un peu plus allégé et que cette intuition cette reconnexion se fasse aussi facilement. Et c'est exactement ça le but, c'est d'alléger le processus et d'avoir de plus en plus de joie dans le processus. Vers le mieux-être, quoi. Soyons en joie. Ouais. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller chez vous parce que si vous saviez comme nous, Français, nous fantasmons
sur le Canada et le Québec en particulier, si vous saviez à quel point on aime votre pays, c'est franchement, moi, la première fois que je suis allé là-bas, je rentre dans une petite supérette, une petite surface, et j'achète une bricole, et j'étais stupéfait d'entendre la caissière me dire « Bonjour, tu vas bien ?» Je me suis dit, mais elle me connaît Et non, en fait, c'est très courant chez vous. Oui, tout à fait. De dire bonjour, tu vas bien. Voilà. fait. En France, quand on rentre dans une boutique, on se dit alors est-ce qu'il m'a piqué un truc Qu'est-ce qu'il veut lui Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et cette approche-là, vous avez ça dans votre ADN. Vraiment, vous avez ce côté-là. Mais on qui aime est beaucoup la extraordinaire. France aussi. Oui, c'est ça. Et moi, je peux pas m'empêcher de sourire partout où je vais à Paris, puis je me dis, c'est contagieux. Alors, c'est vrai, on espère que ça va, on en a besoin. Ça va faire des petits. Et on en a besoin. Prenez soin de vous tous les deux. Merci infiniment Merci à pour toi, cette belle Marc. approche. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Vous partagez et on aura le plaisir évidemment de vous lire. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.